Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une petite série qui vient tout juste de commencer à sortir avec les 2 premiers épisodes. Je vous parle bien sûr d'Ahsoka Tano. Avant toute chose, je tiens à m'excuser, normalement on va changer de décor sous peu, il y a un déménagement qui se prépare de mon côté, donc ça va être assez compliqué de tout gérer, je vous l'avoue, pour les prochaines semaines, entre le déménagement, la série à suivre et à analyser, etc. Donc je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer toujours des vidéos le plus rapidement possible après les sorties. Mais je vous promets rien, mais je vais faire en sorte que, comme d'habitude, comme depuis la saison 1 de Mando, 2 à peu près, que je continue à vous produire toujours des vidéos sur les séries pour débrief ça avec vous le plus rapidement possible. Et accessoirement, je m'excuse aussi pour la coupe de cheveux, ça fait un petit moment, va falloir y aller là. Mais sinon, concernant Ahsoka, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, sans spoil, je peux vous dire en quelques mots ce que j'en ai pensé. Eh bien, pour le moment, je suis plutôt satisfait. Il n'y a pas de waouh en mode c'est génial, etc. ou quelle masterclass ou je ne sais quoi. Mais c'est un ok très positif. Voilà. C'est pas un grand oui, c'est pas un grand non, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est plutôt satisfaisant pour le moment et je suis très curieux de connaître la suite. Et maintenant, je vais passer tout de suite, vous le savez, partie spoiler. Généralement, c'est ça qui est le plus intéressant pour qu'on compare nos avis. Qu'est-ce que j'ai pensé de telle ou telle chose, de tel ou tel personnage, de tel ou tel événement. Et on va commencer dès maintenant les scènes marquantes de ces 2 premiers épisodes. Déjà, il y a le fait que la série commence avec un texte d'intro, ce qui était nécessaire selon moi. En même temps, il y a tellement de devoirs à faire pour commencer Ahsoka qu'il n'y avait pas trop le choix, j'ai envie de dire. Avec Rebels, etc., des épisodes de Mando et de Boba Fett perdus par-ci par-là. Il n'y avait pas trop le choix pour le grand public pour qu'il puisse être introduit au mieux à cette série. Ou alors sinon vous pouviez aussi regarder ma dernière vidéo, ça peut être pas mal. J'ai pas trouvé ça très très beau esthétiquement parlant, mais bon, ça a fait le lien avec tout le reste de la saga. Ils avaient déjà fait ça dans Solo aussi. Dans Solo j'avais trouvé ça pas trop mal, les fondus en bleu, etc. Et là où je suis content par contre, c'est que la scène qui suit directement, je l'avais deviné. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo. J'avais dit que je pensais que Morgan Elsbeth, donc la personnage, l'impériale qu'on avait pu voir dans la saison 2 de Mando, serait capturée par la Nouvelle République et donc par Ahsoka, et qu'il y avait de fortes chances que la scène qu'on voyait dans le trailer avec Baylan et son apprenti, Shin je crois, c'était pour aller la libérer. Et donc ça a pas manqué, donc j'étais plutôt content de ce point de vue-là d'avoir réussi à deviner. Mais en même temps, avec le temps, ça devient un peu plus facile, et puis il n'y avait pas trop de suspense non plus. On a désormais l'habitude, depuis les séries Star Wars sur Disney+, qu'ils nous réservent beaucoup de surprises pour les 4-5 derniers épisodes de chaque série, et tout ce qu'on voit dans les premiers trailers, c'est contenu dans les 2, 3, 4 premiers épisodes grand max, et c'est encore le cas aujourd'hui. Là, on a vu quasiment toutes les images des trailers, je crois, en seulement 2 épisodes. Donc bon, ça n'a pas manqué. Ensuite, on est très rapidement rentré dans le vif du sujet, avec cette question de Thrawn, où est-il? Et donc de ses fidèles, notamment de Morgan, qui utilise Baylan et son apprenti, ainsi que l'inquisiteur Marok. La question par contre, c'est de savoir un peu la hiérarchie dans tout ça. Visiblement, il y a Morgan qui est la subordonnée de Thrawn, ou qui a déjà été sa subordonnée, et donc elle obéit à ses ordres, elle essaye de le faire revenir. Pour le moment, c'est elle qui commande, mais une fois que Thrawn reviendra, s'il revient, reviendra certainement au second plan. Par contre, le personnage intéressant, mais on va revenir un peu plus tard, c'est donc Baylan, qui est un peu cet électron libre qui pour le moment accepte d'être sous ses ordres ou d'obéir. Ce qui est très cool, c'est toute cette aura mystérieuse qu'il y a autour de Thrawn et donc de Ezra, et tout ce qui nous est introduit autour de cette carte mystérieuse. Là, on nous parle d'une espèce qui était là dans une autre galaxie, et donc là, on a la confirmation dans le canon qu'il y a d'autres galaxies, mais qu'il y a aussi d'autres êtres qui peuvent faire des liens avec la galaxie de Star Wars, et notamment ces baleines, les Purgils qu'on voyait dans Rebels, qui ont visiblement une énorme influence et qui, j'imagine, peuvent faire l'aller-retour du point A au point B entre la galaxie de Star Wars et cet autre endroit où Ezra et Thrawn se sont probablement rendus, et donc on va avoir pas mal de choses à découvrir là-dessus, et on peut aller même encore plus loin. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre le monde, entre les mondes forcément, et tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, et au-delà même de ça, au niveau de la direction artistique. Si vous vous souvenez, dans Rebels, il y avait le passage où Ezra va justement découvrir le monde entre les mondes, et il était guidé par une espèce de peinture avec des loups. Et bien là, on avait plus ou moins la même chose avec cette fois-ci les Purgils, là, les baleines de l'espace. Je sais que le monde entre les mondes, ça plaît pas à tout le monde, ça peut vite devenir bordélique et un peu problématique, mais visiblement, il y a quand même l'air d'avoir un lien. En plus, on a aussi Morgan à un moment donné qui nous dit qu'elle a reçu un message de Thrawn, donc ça c'est un peu bizarre aussi, parce que Thrawn, il n'est pas sensible à la force ou ce genre de choses, donc on peut se demander comment il a fait. Et elle nous dit qu'elle l'a entendu en dehors de l'espace et du temps. Ça, c'est quand même une phrase qui décrit quand même plutôt pas mal le monde entre les mondes. Donc, parce que c'est clairement un lieu en dehors de l'espace et du temps. Donc, est-ce que Thrawn est parvenu entre-temps à mettre la main ou à
un artefact ou a réussi à prendre le contrôle tout simplement du monde entre les mondes ou quelque chose dans le genre. À voir, sachant qu'en plus, Baylan dit bien que s'il trouve Thrawn, pour Baylan et son apprenti, eux par contre ils cherchent autre chose au-delà de ça, au-delà de Thrawn et probablement ce qu'il y a avec lui. Donc ça va être super intéressant à découvrir et ça franchement ça me hype pas mal, c'est vraiment une des parties qui m'intéresse le plus dans cette série. Et en plus de cela, on a vu à la fin du deuxième épisode que l'Empire, à travers Morgan et ses ressources, fait en sorte de construire une espèce de grosse machine avec plein d'hyperdrive assez vénère, hein, puisqu'il tire ça de Star Destroyer, pour construire une espèce de gros cercle. Alors personnellement, ça me fait penser à deux trucs. Soit c'est pour faire une porte de l'infini, grosso modo, un peu à la Stargate, hein, même si j'ai jamais trop regardé, mais il y avait déjà des portails de l'infini dans Star Wars et notamment dans le Legends, à l'époque des Rakata, etc. Mais ça a très vite disparu, puis ça a ensuite été remplacé par les voyages en hyperespace, donc ça pourrait plus ou moins correspondre. Ou alors, ça pourrait ressembler aussi à ce qu'on voyait dans La Revanche des Sith notamment, et même dans l'Attaque des Clones, tiens d'ailleurs, avec les espèces d'anneaux dans lesquels devaient s'accrocher les chasseurs des Jedi, que ce soit Anakin ou même c'était surtout Obi-Wan qu'on voyait faire ça, pour voyager en hyperespace. Donc je sais pas si ce truc-là, cette grosse machine, va juste être une porte, quoi, tout simplement, un portail, ou si ça va être un vaisseau qui peut se déplacer d'un point A à un point B. Pour le moment, c'est assez difficile à dire, mais en tout cas, c'est assez intéressant à suivre. Au-delà de ça aussi, on a tout le passage avec Ahsoka et puis même Sabine qui fait très jeu vidéo, très Indiana Jones, hein, avec toutes ces énigmes, etc. Donc c'est un peu léger, on va dire, et c'est vraiment, ça collerait très bien dans un jeu vidéo, ça poserait pas de soucis. Ici, bon, moi j'appelle ça la boule de pétanque d'Eden, hein, parce que ça fait vraiment une boule de pétanque, plus le côté pomme d'Eden d'Assassin's Creed, donc on reste vraiment dans le domaine du jeu vidéo. Et en plus de ça, il y a aussi le côté Rubik's Cube, hein, parce que le côté de faut la tourner pour ouvrir la machine, enfin bref, c'est un peu facile pour un artefact millénaire, etc. Bon, c'est un peu léger, quoi, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, ça se suit bien, il n'y a pas trop de soucis avec ça. C'est juste un peu facile, mais sinon, bon, ça pose pas trop de problèmes. Et le dernier point que j'ai à souligner dans cette partie, c'est tout ce qui se ressort dans le deuxième épisode, où on voit que la Nouvelle République est gangrénée par des fidèles impériaux. On avait déjà pu voir ça un peu dans The Mandalorian dernièrement, il me semble. Et bon, c'est toujours assez rigolo d'entendre des personnages critiquer le fait qu'ils font ça pour l'argent et tout, surtout quand c'est une série qui vient de Disney, et avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment au niveau de la grève des scénaristes et des acteurs, etc. C'est assez ironique. Donc je sais pas trop sur quel pied danser avec ça et quelle analyse on peut en faire, mais c'est toujours un peu ironique. Et en soi, c'est plutôt intéressant d'apporter un peu de nuance et ça permet déjà un peu d'expliquer pourquoi la Nouvelle République va chuter dans la postlogie, et parce que l'Empire en fait était toujours plus ou moins là, en train de gangréner les maigres ressources de la Nouvelle République, et qu'en arrière-plan, ils continuaient à maintenir leurs armées pour préparer leur riposte. Et maintenant, on peut passer à la partie qui concerne évidemment Ahsoka et Sabine, les personnages principaux de la série pour le moment, du moins c'est ce qui en a l'air. Concernant Ahsoka, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est je trouve que le personnage est un peu trop froid, et même si j'aime bien son caractère, notamment ses petits sourires un peu narquois quand elle réussit à défoncer ses ennemis, etc., je trouve quand même que l'actrice, elle a fait peut-être un peu trop, c'est peut-être pas son jeu est peut-être pas assez subtil, et il faudrait faire gaffe parce que le personnage ne devienne pas un peu trop antipathique en mode poker face, je suis trop dark, ou ce genre de choses un peu. C'est ce qui m'inquiète un peu, mais au-delà de ça, sinon le personnage reste cool. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce côté jovial, un peu foufou de quand elle était ado, quoi, normal. Et Sabine, de son côté, elle est censée avoir plus de 20 ans normalement, et je trouve qu'elle a un comportement un peu presque adolescent sur le tard, un peu trop têtu. Mais c'est un peu le problème de la série, des deux personnages, hein, c'est que les deux sont très têtus, et donc forcément, ça fait des éclairs, ça fait des étincelles. Mais ce qui va être intéressant de découvrir et de suivre concernant Sabine, c'est surtout son attachement à Ezra et ce qu'elle est prête à faire pour le retrouver. Donc on a aussi tout cet aspect apprentissage vis-à-vis d'Ahsoka, quelque chose qui a fait beaucoup parler. Est-ce que Sabine est sensible à la force? C'est encore un peu ambigu dans l'épisode, visiblement pas tant que ça, voire peut-être même pas du tout. Il y a le droïde Huyang qui dit qu'elle est la dernière dans tous les êtres qu'il a connus au niveau de la sensibilité à la force, donc ça veut dire qu'elle doit être vraiment très low. Je pense qu'au final, il faut qu'on revoie complètement notre définition de ce qu'est un Jedi avec Ahsoka. Je pense qu'il faut voir ça de son propre point de vue, où elle a continué à agir pour le bien commun, mais en agissant du coup selon ce qu'elle interprète comme étant un Jedi. Selon elle, un Jedi, ça vient aider les gens, ça s'en fiche un peu de la bureaucratie, et ça ne fait qu'agir que pour le bien de tous, en dehors de juste appartenir à un ordre qui s'appelle les Chevaliers Jedi, etc. Et donc peut-être que maintenant, et du point de vue d'Ahsoka, un Jedi c'est pas seulement un être avec un sabre laser sensible à la force, c'est quelqu'un qui agit et qui va de planète en planète pour sauver les gens, la veuve et l'orphelin.
C'est mon interprétation de la chose, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de voir ça, surtout que pendant longtemps, Ahsoka ne se revendiquait plus comme étant une Jedi, elle le disait, I am no Jedi ou ce genre de choses, et là, dans la série, on nous la présente clairement comme une chevalier Jedi, que ce soit dans les descriptions ou même dans la série, donc forcément ça fait un peu bizarre de passer de l'un à l'autre. Donc je pense ne pas être trop loin de la vérité en imaginant que Jedi maintenant ça veut plus simplement dire ce qu'on savait avant, à savoir un être avec un sabre laser sensible à la force. Ensuite, on pourrait brièvement parler des méchants, et notamment de Morgan Elsbeth, qui s'avère bien être une sœur de la nuit. Ça avait leaké il y a de ça quelques années, mais on n'était pas trop sûr. Maintenant, c'est officiel. On la voit d'ailleurs utiliser les pouvoirs propres aux sœurs de la nuit qu'on avait vu dans The Clone Wars avec cette espèce de magie verte. Et c'est plutôt stylé à voir, mais le personnage qui m'intéresse vraiment du côté des méchants, c'est clairement Baylan. En même temps, c'est le seul qui est un peu une figure d'autorité, au-delà de Thrawn qu'on n'a pas encore vu, et tous les autres sont un peu des pions ou des subordonnés, alors que lui, il peut clairement avoir son propre plan, son propre objectif, ce qu'on devine assez facilement d'ailleurs, même si on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre, donc c'est forcément le personnage le plus intéressant à suivre, d'autant plus que je trouve que l'interprète est plutôt bon dans son jeu, même si on ne le voit pas encore faire grand-chose, mais rien que par sa carrure, il est mastoc, ça fait vraiment gros chevalier bien vénère, et ça c'est quelque chose déjà de super intéressant, parce que c'est pas forcément un physique qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars, et donc pour un méchant c'est toujours très intéressant. Ensuite, j'aimerais aussi dire quelques mots sur les duels qu'on a pu voir déjà dans cette série, ou les scènes d'action. On a le début avec Ahsoka et les droïdes, ça c'est plutôt sympa, elles s'en débarrassent de façon plutôt marrante, c'est bien pensé. Ensuite, on a un autre duel entre Sabine et Shinati, qui est là plus problématique, j'ai trouvé qu'il était pas très bien filmé, on est souvent beaucoup trop proche des personnages, et du coup on profite jamais complètement de la chorégraphie ou de l'action, donc c'était un peu embêtant. Et en revanche, par contre, alors c'est le duel qui a fait parler là sur les réseaux sociaux comme pas possible ces derniers jours, entre Ahsoka et Marok, et c'est vrai que du point de vue esthétique, etc., c'est pas très beau le décor, enfin en même temps c'est un peu le Saint-Nazaire de Star Wars, et donc bon, certains vous diront que c'est Corellia, donc c'est normal. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, c'est Corellia, mais rien n'empêchait de faire se passer le duel à un autre moment de la journée ou sous une autre météo pour avoir un coloring plus intéressant, que ce soit de la pluie ou un coucher de soleil avec peut-être des choses plus roses, enfin une couleur plus rose qui ressortirait. Il y avait d'autres possibilités pour rendre la chose moins terne, moins désaturée. Au-delà de ça, on se laisse vite emporter dans le duel, et je trouve que Rosario Dawson se débrouille super bien, parce qu'il faut pas oublier non plus que j'ai vu des gens le dire qu'elle était lente, etc., qu'elle se bat avec un poncho, et donc c'est déjà assez lourd, et en plus avec 2 sabres. C'est quand même assez compliqué, ça limite forcément les possibilités. On ne peut pas faire ce que son personnage faisait en animé, ça c'est logique, c'est la perte due à la concrétisation de la chose en live action, donc faut faire avec. Et donc en faisant avec, je trouve que pour le moment le rendu est pas trop mal, et donc ça rend plutôt pas mal. Ah, et puis bien sûr, j'ai failli oublier le fight de Sabine. Le problème, c'est pas seulement la caméra, c'est aussi le fait qu'on a encore un personnage qui se fait transpercer et qui finit par s'en sortir. J'ai vu quelqu'un dire sur un serveur Discord, et ça m'a fait un peu rire, qu'il allait finir par croire que le sabre laser de Dark Maul dans la menace fantôme, il était empoisonné. Et en soi, on va finir par le croire effectivement, parce que là, ça devient un peu abusé. Et le truc, c'est que ils savent que les fans n'aiment pas ça, parce que ça décrédibilise tous les autres événements ou les personnages qui sont morts dans le reste de la saga, donc notamment Qui-Gon. Et du coup, en sachant cela, je ne comprends pas pourquoi ils se contentent pas juste de blesser les personnages en mode je te coupe un bras, une main, une jambe, parce que ça, on sait dans Star Wars qu'on peut le refaire, on peut survivre à ça, ou alors juste je te râpe une partie du corps, grosso modo, ça pourrait être plus simple. Et là, non, ils nous refont le même coup que pour Kenobi avec le Grand Inquisiteur. Bon, il y avait une autre excuse à ce moment-là. Il y a Reva aussi qui se prend un coup de sabre laser à la fin. Ça fait beaucoup quand même, et c'est problématique parce que surtout qu'au début de l'épisode, lorsque Shin et Baylan s'attaquent au vaisseau de la Nouvelle République, ils transpercent des soldats comme ça à la tire-larigot, et eux, ils s'en sortent pas. Donc bon, un peu problématique tout ça. Ensuite, j'ai un petit mot à dire concernant la technique. Déjà, la série, je trouve qu'elle a un peu de gueule, contrairement à la saison 3 de Mando et Kenobi aussi de temps à autre, où je trouvais que ça faisait vraiment cheap, on sentait vraiment les décors très serrés, notamment à cause du volume. Je crois que Kenobi, ça a été filmé presque exclusivement en volume, vous savez, la technologie avec les panneaux LED là, qui mettent tout le décor autour, et ça sentait vraiment énormément. Là, je sais pas s'ils ont utilisé autant que ça le volume, apparemment ils ont fait aussi pas mal de choses en fond bleu, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se voit moins, il y a pas mal de figurants, les effets spéciaux ils sont quand même tous très bons, je trouve, tous les passages en vaisseau, etc. ils sont vraiment bien faits. Donc de ce point de vue là, je trouve que la série ne fait pas le figure face à d'autres œuvres, et donc même au film, et donc elle a plutôt de gueule et ça se regarde très bien sans nous faire tiquer, on va dire. Ensuite, comme d'habitude, on retrouve les inspirations de Dave Filoni avec des films japonais, etc., ou de cowboy de Far West, avec pas mal d'inspirations, Yojimbo, etc. C'est souvent les plans qu'il réutilise, ou
Donc en soi, on reste dans quelque chose de très commun pour du Dave Filoni. Et aussi au niveau de la réalisation, on sent qu'il y a pas mal de moments où ils essayent de reproduire des scènes ou des passages d'autres films ou d'autres séries. On a par exemple le cas de Baylan avec la scène dans le couloir qui fait très Dark Vador, mais du coup c'est un peu cheap, hein, parce que c'est plus petit, il y a moins de gens, etc. Et on a aussi par contre une autre scène par contre là qui marche bien, où c'est Shin qui voit son droïde arriver vers elle pour lui communiquer que Sabine est arrivée, etc. Et donc ça, c'est clairement une scène inspirée de la menace fantôme avec Dark Maul lorsqu'il cherche à retrouver Obi-Wan, Qui-Gon, etc. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, dans ces scènes clin d'œil, on a aussi, je trouve, pas mal de scènes qui font penser à l'ambiance générale du Retour du Jedi, avec tous ces plans, vous savez, depuis le cockpit, où on voit les personnages de dos qui regardent du coup à travers le hublot. On avait beaucoup de plans comme ça, que ce soit à travers la navette lambda lorsqu'ils vont sur Endor, ou à travers le Faucon Millennium, tout simplement. Et je trouve que ces plans sont vraiment beaux et nous immergent vraiment dans l'univers. Par contre, un autre point où je suis un peu déçu pour le moment, c'est au niveau de la musique. Je trouve qu'elle est un peu en dessous. On sait que c'est Kevin Keener qui fait la musique, c'est celui qui avait fait les musiques de Rebels ou de The Clone Wars. Donc c'est un compositeur qui peut faire vraiment des partitions très très sympas. Et pour le moment, je suis un peu déçu. Je trouve que la musique est pas au top. Mais on va voir, j'espère qu'il se réserve pour la suite avec des gros morceaux pour les duels les plus importants. Ensuite, pour ne pas être full positif non plus, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, quelques lenteurs dans l'épisode, enfin dans l'épisode 1 surtout. C'est pas trop grave, mais c'est juste que comme on est face à une série assez limitée, avec très peu d'épisodes, c'est dommage de perdre du temps, surtout quand on sait que celui de la semaine prochaine fait que 30 minutes. C'est dommage, il y a toujours ces petits problèmes de rythme, mais c'est pour pinailler, franchement, ça allait. Et au-delà de ces problèmes de lenteur, il y a aussi des problèmes de facilité. On a notamment le droïde qui se retrouve encore dans l'atelier de Sabine. Pourquoi? Puis aussi le droïde plus tard, ça arrive toujours par les droïdes, hein, c'est assez marrant. Et le droïde plus tard donc qui révèle toute l'histoire à Ahsoka et à Hera et du coup qui pose problème à tous les employés qui étaient des impériaux à infiltrer. Donc ça c'est un peu problématique, c'est un peu facile, mais bon voilà. Et aussi, truc sympa, niveau technique, c'est les hologrammes qu'on voit à la fin dans le vaisseau de Morgan, avec les apparitions de Baylan, Marok et de Shin, son apprenti, qui sont vachement stylés. C'est une très bonne trouvaille, avec toutes ces particules, etc. C'est vraiment une très très bonne idée. Et pour conclure, pour mon avis, j'aimerais dire un dernier mot sur le générique que je trouve super beau. Je trouve qu'il a vraiment du caractère, qu'il dégage vraiment quelque chose. On est presque sur un générique de Game of Thrones, sauf niveau musique. Malheureusement, encore une fois, ça c'est un peu en dessous. Mais sinon, visuellement, je le trouve vachement bien. À mon avis, je vous conseille de regarder, de faire attention aux réseaux sociaux, parce que je pense que sous peu, il se pourrait que des fans acharnés finissent par traduire un peu toutes les infos qu'on peut voir, les planètes, etc. Et étant donné qu'à la fin, toutes les lignes se retrouvent sur la même planète, je pense que c'est ici que Thrawn et Ezra se trouvent. Si quelqu'un arrive à traduire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, je pense que j'irai voir ça très rapidement. Donc voilà pour mon avis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense que j'ai rien oublié. Si ce n'est que je vous invite à aller voir la chaîne d'ici demain, normalement il y aura un sondage pour que vous puissiez mettre votre avis, puis comme ça de semaine en semaine, comme d'habitude, on va comparer, et puis comme ça au terme de la série, on pourra voir lequel vous avez préféré. Sur ce, encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle méthode, j'espère que j'ai pas trop bafouillé ou que je vous ai pas trop ennuyé. Encore une fois, il va y avoir pas mal de soucis au niveau déménagement, etc. Donc bon, je vais faire de mon mieux, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et sinon, c'est à vous maintenant de me dire votre avis dans les commentaires, et à moi de vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute, ciao!